Bonjour à tous, le Studio Lacan est très heureux d'accueillir aujourd'hui sur son plateau Laurent Joly, historien, qui vient de faire paraître en 2025 l'ouvrage Vichy, histoire d'une dictature aux éditions Taillandier. Entre complot, politique du bouclier et du glaive, ou état fantoche, entre justification du moindre mal et du double jeu, son ouvrage repère les nombreuses légendes qui ont entouré le régime de Pétain dans les années 40 et suivantes. Il s'agit aujourd'hui de les débusquer pour mieux dessiner les contours d'une véritable dictature pétainiste qui s'est appuyée sur un antisémitisme d'État. Puis, notre chronique Actualité de la psychanalyse accueillera Solène Leblanc qui viendra nous présenter son éloge de l'indocilité. Une réponse parfaite, en somme. À tout de suite! Laurent Joly, bonjour. Bonjour Philippe Elbois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes historien, un spécialiste donc, de l'histoire de France des années 30 et 40, et donc du régime de Vichy. Vous êtes par ailleurs directeur de recherche au CNRS. Vous avez écrit une dizaine d'ouvrages. Et nous vous recevons à l'occasion de la parution du dernier, consacré à Vichy, histoire d'une dictature, 1940-1944. Vos précédents travaux concernaient aussi la période, notamment la rafle du Veldiv, etc. et plein d'autres que je ne peux pas citer ici. Alors, pour commencer, je vous demanderai donc de situer les choses en nous disant peut-être, à votre avis, comment Vichy, qui est donc ce moment de l'histoire de France, où l'État français, en tant que tel, a collaboré avec le Troisième Reich, eh bien, comment ça a été possible, ça, dans le fond? Comment ça a été possible? Déjà, il y a la défaite, évidemment. C'est le moment conjoncturel. Quand vous avez une défaite aussi foudroyante de ce qui est considéré comme l'armée la plus puissante du monde et qui est battue par l'ennemi héréditaire, l'Allemagne, en quelques semaines, ça a remué. Et quand il y a des grandes crises comme ça, des grands chaos, ça fait qu'on a des réactions un peu, on va dire, archaïques. Il y a une sorte de remontée du passé. Et il y avait dans ce pays, la France, c'est le pays de la Révolution française, c'est l'une des plus vieilles démocraties. Il y a plus de 60 années de démocratie. La République paraît très enracinée. Et pour autant, il y avait des forces qui n'acceptaient pas la Révolution française, qui n'acceptaient pas ces idéaux de démocratie, de liberté, d'égalité, qui fatalement, et c'était vraiment ce qu'on avait en tête dans de larges secteurs de la droite et de l'extrême droite dans les années 30, qui fatalement devaient amener à la Révolution. La preuve, en 1936, le Front populaire de Léon Blum, un marxiste qui est soutenu par le Parti communiste, a gagné des élections. Donc, il y avait vraiment cette idée qu'en fait, la démocratie, forcément, ça amenait à ça. Et 1940, c'est vraiment la revanche. C'est la revanche de gens qui d'ailleurs perdent les élections. C'est-à-dire qu'on oublie que dans la France des années 1900, 1910, 1920, 1930, c'est la gauche qui gagne quasiment tout le temps les élections. Donc on a une vraie revanche de gens qui étaient jusque-là minoritaires, mais une minorité forte, puissante, et avec des termes qui sont qu'on va voir sous le régime du maréchal Pétain, mais qui étaient déjà là. La Révolution nationale, c'est déjà quelque chose qui était dans l'air à l'Action française. Travail, famille, patrie. C'était le slogan des Croix de Feu, la principale ligue
anti-parlementaire de la fin des années 30. Et la plupart des mesures qui vont être mises en œuvre par Vichy, les mesures d'exclusion, étaient déjà proposées par des forces d'extrême droite. Donc vous voyez que c'est pas tombé du ciel, le régime de Vichy. Il y a une causalité, on va dire directe, proche des années 30, mais vous indiquez également dans votre ouvrage qu'il y a une haine intestine de la Révolution française qui certainement explique ce mouvement. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose ? La République, elle a mis du temps à s'installer, et en fait, les choses étaient assez transparentes. Après la Révolution française, on a eu Napoléon, on a eu la Restauration, et en fait, toute l'histoire du XIXe siècle, c'est un conflit entre les partisans de la République, c'est la gauche, donc les choses sont simples au XIXe siècle, hein, et la droite, qui est contre le suffrage universel et qui est favorable au régime monarchique. Et donc vous avez trois familles c'est les fameuses trois droites hein, de René Raymond, les légitimistes qui sont pour les Bourbons, les orléanistes qui sont pour la famille d'Orléans et les bonapartistes qui sont pour la famille de Napoléon Bonaparte, puisque le neveu de Bonaparte a été empereur entre 1852 et 1870. Donc on a ces traditions-là, monarchiques, hostiles au principe du suffrage universel, hostiles au principe de la République, et ces forces-là ont fini par être vaincues. Mais il faut quand même bien imaginer que la République s'est installée dans les années 1870, alors que ces forces-là étaient encore puissantes. En 1871, on a ce qu'on a appelé l'Union des droites, la fameuse Union des droites dont on parle aujourd'hui, l'Union des droites, quand les droites unies, ça a été une coalition politique qui aurait pu imposer le retour de la monarchie, sauf que le prétendant a refusé le drapeau bleu-blanc-rouge. Voilà. Là, on est en 1873, donc vous voyez que ça s'est joué à pas grand-chose. Donc on aurait pu avoir en France une monarchie constitutionnelle, ça s'est pas fait. Et à la surprise générale, la République s'est enracinée très rapidement. En fait, ça a correspondu à ce que les Français attendaient. Et aux élections, à l'époque, il n'y a que les hommes qui votent, les Républicains vont finir par gagner très vite les élections, ce qui fait que dans les années 1880, cette force politique de ces différentes droites deviennent totalement, elles pesaient dans la Chambre de 1871, ils avaient gagné les élections, ils étaient majoritaires, et ils ne pèsent plus que 20% du corps électoral. Donc, mais des familles politiques comme ça disparaît pas, et donc il y a cette tradition anti-républicaine qui a persisté. Et la droite a bien été obligée d'accepter la République, et donc on a de nouveaux courants. Alors on appelait ça les ralliés. Alors les ralliés, c'est les catholiques qui, à l'instigation du pape, le pape voyait bien que cette intransigeance de la droite en France, c'était pas possible. Donc il a incité les catholiques à se rallier à la République pour mieux défendre les intérêts de leur foi. Et puis vous avez aussi la droite d'affaires qui s'est dit, voilà, maintenant c'est ça, c'est ce que les gens veulent. Et donc vous avez, au tournant du XXe siècle, une droite républicaine, mais républicaine dans le fait pas qu'elle adhère forcément aux idéaux républicains. C'est quand même liberté, égalité, fraternité, c'est ça quand même. Mais c'est le cadre démocratique auquel il s'adapte, mais en prenant une version conservatrice. Et donc vous avez ce qu'on va appeler les républicains conservateurs, ce qu'on va appeler les modérés, de cette tradition, les modérés. Et cette force politique-là va finir par se radicaliser au cours des années 30, et les tenants de l'extrême droite traditionnelle, hostiles à la République, vont venir. Donc vous voyez que Vichy, c'est vraiment le produit de ça. Il suffit de regarder les acteurs qui se retrouvent à Vichy. Alors on dit souvent Vichy, c'est l'extrême droite qui arrive au pouvoir. C'est pas l'extrême droite qui arrive au pouvoir. Ce sont des gens de droite qui, déjà avant-guerre, avait commencé à un peu ce qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a la droite classique qui s'effondre et qui est travaillée par des gens qui sont plus radicaux, les plus radicaux, et au profit des idées d'extrême droite, mais ils appartiennent un peu à tous les enfin, ils sont un peu de toutes les sensibilités de la droite. On a des bonapartistes, on a des opportunistes, on a des catholiques ralliés, on a des catholiques royalistes, on a tout autour du maréchal Pétain. Et le maréchal Pétain lui-même n'est pas assimilé
à l'extrême droite avant la guerre, même si on sait qu'il est conservateur, même si on sait qu'à 80 ans, 1936, il a pris parti contre le Front populaire, ce qui n'est pas banal, hein, parce que les militaires, ils n'ont pas le droit de vote à l'époque. Pétain, c'est le vainqueur de Verdun, c'est un homme très populaire, et il prend parti, ce qui était exceptionnel pour un militaire, il prend parti en disant qu'il est inquiet en 1936 pour la liberté des Français, vous voyez. Donc on voit qu'il y a quand même un basculement qui s'opère et des forces politiques qui commencent à dire on a besoin en France d'un dictateur. D'ailleurs, le livre commence comme ça. Ouais. Commence par une enquête en 1934, un sondage qui est fait par un journal conservateur, un sondage auprès des lecteurs qui doivent voter pour qui doit être le dictateur dont la France aurait besoin. Et c'est Pétain qui arrive loin devant. Alors, juste, la défaite vient là, dans le fond, tombe à pic. Hein. Et donc, c'est le point où votre livre, on voit des choses, j'ai trouvé ahurissantes, notamment quand vous analysez la collaboration. Alors là, on découvre à vous lire, au fil des pages, parfois c'est même pas entre les lignes, c'est parfois explicite, que la collaboration n'a pas été un fait, ça n'a pas été une conséquence imposée par les circonstances excessives, ce qu'on a voulu vous faire croire après la guerre, mais vous faites remarquer que la collaboration a été une volonté explicite à l'intérieur même de la France. On pourrait dire un désir même plus refoulé. Mais c'est un désir qui est central dans la politique de ce nouveau pouvoir qui profite de la défaite pour installer... la France est occupée au 3/5e, vous avez une convention d'armistice, rien n'obligeait le gouvernement dirigé par le maréchal Pétain à faire une traduction de son désir politique en abrogeant la Troisième République et en instaurant une dictature. Les Allemands n'imposaient pas ça, ne demandaient pas ça, personne ne demandait ça. Donc ils ont fait ce choix-là, mais ce choix, il est absolument indissociable de ce qui se passe à l'extérieur. Parce que souvent, très longtemps, on est resté dans Pétain, lui, la Révolution nationale, c'était son truc. Laval, son dauphin, le chef du gouvernement, lui, c'était la collaboration. Mais en vérité, tout est absolument imbriqué. Le projet de la Révolution nationale n'a de sens que si l'Allemagne gagne la guerre et instaure son impérium sur l'ensemble de l'Europe. Parce que le projet politique de Vichy, c'est bien de s'adapter à l'Europe nazie des dictatures. Et le modèle... Il y a cette phrase de Laval que vous citez, ahurissante, Premier ministre, je souhaite la victoire allemande. Et en 1942, effectivement, publiquement, pour montrer aux Allemands qu'il est vraiment décidé à faire triompher la politique de collaboration, il aura cette phrase qui a été une rupture. Hein. Enfin, l'opinion publique était déjà hostile au gouvernement, mais là, ça ne va plus être de l'hostilité, ça va être de la haine. En juin 1942... dire à la radio « je souhaite la victoire de l'Allemagne », ça a été vécu par les Français comme quelque chose d'absolument insupportable. Voilà. Mais Laval était vraiment dans une optique où il ne pouvait plus revenir en arrière. Voilà. Il a fait ce choix-là. Puis en plus, on explique dans le bouquin qu'il est revenu au pouvoir. Hein. Il avait été renvoyé par Pétain, parce que justement Pétain avait constaté que la collaboration, les Français, ils n'étaient pas tellement pour. Donc le bouc émissaire, c'était Laval, il l'avait renvoyé en décembre 40. Et puis il le rappelle en avril 42. Et Laval a très habilement joué en faisant croire que les Allemands demandaient son retour. C'est pas vrai. Enfin bref, il peut plus que jouer la carte de la collaboration à fond. Mais il y a quand même du coup un hiatus entre d'une part ce désir de collaboration et vous dites l'opinion publique qui au début, enfin à certains égards, est pas tout à fait convaincue par la collaboration. Très vite ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que c'est un gouvernement qui a sur sa politique étrangère, eu son gouvernement contre lui tout de suite. Alors, l'opinion publique, à l'été 40, les Français, c'est le chaos. Hein. Vous avez l'exode, vous avez donc des millions de gens sur les routes, près de 2 millions de prisonniers de guerre. Le Pétain qui arrive, c'est l'homme providentiel. Il a l'air d'un bon pépé, il est rassurant. Les Français, et ça, c'est l'un des problèmes qu'on a en France. C'est pour ça que quand on parlait de dictature pour Pétain, pour Vichy, ça suscite encore des crispations. On est les premiers à le faire de manière aussi nette, parce que la vérité, c'est que on a aimé Pétain. Voilà, malgré le rejet de la collaboration, malgré la détestation de Laval. On a aimé Pétain. On peut aimer un dictateur. Oui, mais on ne le voit pas comme un dictateur. C'est ça le le point. Et donc, c'est votre interprétation. C'est notre interprétation. Et donc,
il y a ce paradoxe qu'en fait, les Français ont considéré que c'était un crime de lèse-patrie de serrer la main d'Hitler. C'est-à-dire qu'on nous a présenté Hitler comme l'ennemi numéro 1 de la France, l'homme le plus détestable qui ait jamais existé depuis le début de l'histoire de l'humanité. C'est Hitler, c'est le diable. Et Pétain lui serre la main en octobre 40. Ça a été jugé comme insupportable par les Français. Donc, ce pouvoir, Pétain, Laval, Darlan n'auront jamais le soutien de l'opinion publique pour leur politique étrangère, parce que les Français, de cœur, ils vont rester, même s'il y a eu un peu d'anglophobie à l'été 40, ils vont rester de cœur du côté des Alliés, du côté de Churchill, des Alliés qui résistent. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit encore de nos jours. On voit bien que les opinions publiques, même si on les travaille, même si on les manipule, on voit qu'aux États-Unis, l'opinion publique, malgré Trump, malgré le rouleau compresseur médiatique, il est du côté des Ukrainiens. Enfin voilà, c'est une sorte de décence commune des gens. Enfin, il faut quand même le soutien, vous dites dans votre ouvrage, de certains pères de l'Église pour arriver à ce qu'il y ait des choses, à ce qu'il y ait un effet de cette opinion négative publique sur la politique elle-même. Oui, parce qu'on est en dictature et donc les gens, on le montre bien dans le livre, c'est que jusqu'à l'été 43, même si beaucoup de fonctionnaires sont heurtés par la politique de Vichy, en gros, ils obéissent. Et l'été 42, qui est un moment de désobéissance, mais pas vraiment, qui est un moment d'indignation, et c'est pas la même chose. C'est-à-dire que comme il y a eu cette prise de parole d'évêques en zone libre, ça a obligé Vichy de se dire il faut qu'on ménage l'opinion publique. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu des grandes désobéissances. Ça veut dire qu'il y a eu des gens qui ont pas fait de zèle, mais bon, le bilan d'été 42, c'est que Vichy, en gros, a malgré tous les bâtons dans les roues, a rempli ses objectifs. Donc la collaboration, ça marche. Les Allemands veulent entre 30 et 40 000 juifs, ils ont entre 30 et 40 000 juifs, ils ont même plus, et ils ont de bons résultats. Au moment de la mise en œuvre du STO, du travail obligatoire en Allemagne, les Français sont choqués, et pourtant ils vont en réquisition. Les réquisitions, Raphaël Spina a établi ça, on est à des résultats spectaculaires. C'est du 95% de taux d'efficacité de janvier 43 à juin 43. Oui, aucun autre pays n'a fait ça. Aucun autre pays n'a de tels résultats. On a eu le STO en Belgique aussi. Et oui, les Allemands sont impressionnés. Bien, ouais. Parce qu'on a un appareil d'État puissant qui relaye cette politique, qui se fait obéir. Et l'entrée dans la désobéissance massive, c'est après l'été 43, mais pas avant. Donc vous voyez que ce gouvernement, ce régime, pendant 3 ans, il a été efficace. Oui, on se rend compte qu'il y a, comme vous dites bien, il y a un appareil d'État puissant en France. Absolument. Ça, d'ailleurs, en Europe, c'est très sensible, la puissance de l'État. Oui, c'est une singularité. C'est belge et que c'est pas... Oui, voilà, c'est pas du tout la même chose. C'est très frappant. C'est très frappant. Mais vous voyez, la comparaison avec la Belgique, elle est qu'au moment des rafles de l'été 42, on a un gouvernement en France, et ce gouvernement, il négocie avec les Allemands, et donc comme il est dans un enjeu politique, il va livrer les Juifs massivement, et à l'inverse, en Belgique, on n'a pas de gouvernement tampon, on a des administrations, et les Juifs, ils sont à Anvers et ils sont à Bruxelles, et on voit qu'à Anvers, vous avez un maire qui est collaborationniste, donc lui, il accepte, et puis le maire de Bruxelles lui dit « Moi, j'ai pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit de faire ça. » Et il arrive à faire traîner les choses, et du coup, il n'y a pas de rafle par la police locale bruxelloise. Voilà. Et les Allemands sont obligés eux-mêmes 2 mois après. Mais le résultat, c'est que les 2/3 des Juifs survivront à Bruxelles, alors qu'à Anvers, il n'y a qu'1 tiers des Juifs qui survivront. Donc vous voyez que cette possibilité de dire non, d'utiliser des manœuvres dilatoires, ça pouvait sauver des vies, mais c'est pas ce que Vichy fait à l'été 42. Une dimension que vous soulignez dans votre livre et qui est intéressante à propos de la collaboration, et vous y revenez plusieurs fois en soulignant que les Allemands ne la demandaient pas. Ils ont imposé une série de conditions drastiques au moment de l'armistice, mais la collaboration au point jusqu'au point où Laval et Pétain voulaient la mener, les Allemands et Darlan, bien sûr. Les Allemands n'en voulaient pas. Parce qu'il y a cette vanité, cette prétention invraisemblable, alors qui tient vraiment au trait de caractère et de Darlan et de Laval, qui est qu'ils s'imaginent vraiment
pouvoir être traités comme des partenaires politiques. Ouais. Et donc, aller plus loin dans l'esprit des dirigeants de Vichy, faire réussir la politique de collaboration, c'est arriver à être considéré comme un partenaire, comme un futur allié, rejoindre le pacte anticominterne, au même titre que l'Italie, que l'Espagne, que la Hongrie. Mais les Allemands se disent, mais quelle prétention! Nous avons gagné la guerre, ce sont les vaincus. Vous devez nous obéir, point barre. Donc, il y a un malentendu et les Allemands ne sont absolument pas prêts à s'engager pour reconnaître une place future de la France dans l'Europe nazie. Oui, c'est au point que la France sera démantelée dans l'esprit d'Hitler. Donc, donc c'est une illusion, la collaboration. C'est ça. C'est au point que vous dites qu'elle a été mendiée. Il y a une mendicité de la collaboration. Oui, c'est là la conclusion du chapitre de Bernard Cosagliola sur le moment d'Arlan-Benoît Méchain, qui est ce moment 41, où il démontre qu'il y a eu collaboration militaire, parce qu'on dit parfois qu'on a été au bord de la collaboration militaire. Non, on a été très loin, on a livré des camions, on a livré des bases aériennes, mais il n'y a pas eu ce renversement des alliances, il n'y a pas eu d'alliance politique, tout simplement parce que les Allemands ne l'ont pas voulu. Et on a cessé de mendier parce qu'effectivement, Benoît Méchain, qui était un historien secrétaire d'État aux relations franco-allemandes, il a cessé de noircir du papier, de faire des rapports, de faire des propositions écrites et des offres d'alliance. Et les Allemands les ont à chaque fois rejetées d'un revers de main méprisant. Bon, eh bien, merci. Nous allons maintenant interrompre cette très intéressante conversation pour commencer notre chronique Actualité de la psychanalyse, qui sera donc assurée par Solane Leblanc. Solène Leblanc, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse. Et vous avez choisi de commenter cette phrase de Lacan qui vous a paru très actuelle. Vous dites, enfin Lacan dit, ce n'est pas d'une trop grande indocilité des individus que viendront les dangers de l'avenir humain. Cette citation est issue du texte publié dans les autres écrits, La psychiatrie anglaise et la guerre, paru en 1947 dans la revue L'évolution psychiatrique. En 1945, Lacan se rendit à Londres pour rencontrer les Anglais qui, avec Churchill, avaient refusé la capitulation, menant, je cite, « la lutte jusqu'à ce terme triomphant qui faisait paraître aux nations la vague énorme qu'elles avaient vue près de les engloutir, n'avoir été qu'une illusion de l'histoire. » Grâce à un rapport véridique au réel, ajoutait-il, les Anglais avaient su y répondre. A contrario, il relevait que les Français avaient vécu cette guerre sous le mode de l'irréalité, qui les avait laissés incapables de lire la situation avec clairvoyance. Les discours nauséabonds avaient légitimé la collaboration en permettant de se bercer de son inéluctabilité. Si Pétain avait annoncé en juin 1940, le cœur serré, faire le don de sa personne à la France, Lacan relevait ironiquement que tout ce qui apparaît comme sacrifice n'est pas pour autant héroïque. En effet, si ce discours tendait à faire passer les accords de Vichy comme le douloureux mais nécessaire prix à payer par les Français, il passait sous silence l'abjection du zèle pétainiste. Alors, le texte de Lacan est très riche, comme d'habitude, mais qu'en retenez-vous ? Je vous propose d'en extraire 2 points. D'abord, Lacan note que les Anglais ont dû faire face à une contrainte de taille, une population limitée, une petite armée. Pourtant, malgré un besoin criant de soldats, l'Angleterre décide de maintenir la possibilité de l'objection de conscience. Ainsi, si le principe majeur est la mobilisation totale, que réclame l'entrée en guerre, le principe mineur, celui de la possibilité de ne pas être mobilisé, est maintenu. Maintenir la possibilité de se soustraire à un tout nous intéresse au plus haut point, nous, lacaniens.
car elle procède de la logique féminine. Un trou est maintenu dans ce qui se veut comme totalisant, ce qui permet à chaque sujet de se situer face à un choix forcé subjectif. Cela ouvre à une prise de position désirante, se mobiliser ou ne pas se mobiliser. Et dans les faits, cette dernière possibilité fut très minoritaire. À l'inverse, ne pas maintenir le principe mineur aurait placé le principe majeur sous un mode totalitaire. L'État aurait incarné une autorité qui commande à chaque soldat, qui les décharge de la responsabilité de leurs actes et qui supprime le recours à l'initiative. Sans compter les effets de retour de la subjectivité via un désir de mutinerie, par exemple, de la part des sujets ainsi traités. Quel est donc le second point que vous extrayez de tout ça ? Alors le voici. La tradition du commandement, qui ne va jamais dans le sens de l'initiative intelligente, faisait de l'identification verticale la clé de voûte pour diriger les soldats réduits à une masse de tous pareils. Or, en 1940, nombre de psychiatres anglais sont des psychanalystes. C'est donc en s'appuyant sur les concepts freudiens que la psychiatrie anglaise va faire preuve d'une grande audace en termes de commandement, surtout de ceux considérés comme tir au flanc. L'idée maîtresse est que le facteur affectif lié à l'identification verticale, l'amour dirigé vers l'imago paternel, draine des effets délétères quant au moral des troupes et à sa mise au travail. L'utilisation de l'identification horizontale va justement permettre une subversion. Le principe selon lequel le groupe a un chef est maintenu. En l'occurrence, les psychiatres, Rickman, médecin-chef militaire, dont les cures psychanalytiques avec Freud, Ferenczi et Klein eurent des conséquences remarquées, et Bion, qui se révéla pionnier de la psychothérapie de groupe. Mais à chaque fois qu'il est fait appel à l'intervention de ce chef, la balle est renvoyée aux intéressés, libres dans la manière de constituer les groupes, dans le temps qu'ils consacrent à leur travail. Passé l'effet de vertige de cette innovation, la conséquence en fut la libération de la bonne volonté des plus traînards à l'instruction militaire. Loin de l'idéologie eugéniste du moment, cette expérimentation démontra en acte l'importance des liens de camaraderie. Le par-l'être est un animal social. Alors, nous ne sommes plus en 1947, et donc l'actualité de tout ça, d'après vous ? Eh bien, les échos sont nombreux. Prenons des exemples. D'abord, sur la manière dont notre société accueille la folie et la souffrance. Classer les individus dans des groupes selon des critères est devenu un but en soi. 10, autistes, etc. Ce traitement administratif ne prend pas à sa charge la souffrance. Il gère des masses humaines, d'individus réduits à leur organisme au rang d'objet. Qui consent à traiter ou à être traité de la sorte est encensé, et certains se conduisent en élèves modèles. Cette logique s'applique également au professionnel, qui est sans cesse contrôlé dans ses pratiques et mis sous influence des protocoles visant à lui faire oublier toute responsabilité quant à son acte. Cette logique de classe se propage. En découle la ségrégation sexiste, tous les hommes sont, toutes les femmes sont, raciale, tous les blancs sont, tous les noirs sont, sociale, tous les pauvres sont, tous les riches sont, etc. Ségrégation qui fait les choux gras des extrêmes qui ont un goût prononcé pour les catégories. Ainsi, on constate à chaque élection la conquête de nouvelles régions de France par des idées haineuses habillées d'une glorification pour l'ordre. Et la psychanalyse alors, dans tout ça ? La psychanalyse est l'un des antidotes à l'hypnotisation des masses, car en recourant à la logique du singulier, elle s'appuie sur ce qu'il y a de plus indocile en nous. Et c'est de cette indocilité même que surgissent les réponses les plus inédites.
L'appel du 18 juin est une formidable démonstration d'indocilité. Par l'acte d'un rebelle, De Gaulle, la France libre a continué d'exister, une résistance put s'organiser et la victoire rendue possible. Il y a des sujets qui, dans les moments cruciaux, ne branlent pas dans le manche. Pour conclure, je dirais que par ce texte, Lacan a désiré nous transmettre une leçon de combativité qui procède de la logique féminine, dans le maniement des groupes. Son invention du cartel, organe de base de notre école, est marquée de l'expérience anglaise. Elle veut faire des cartélisants des travailleurs décidés de leur propre chef qui trouvent dans l'objectif commun leur unité. Eh bien, Solène Leblanc, mille merci. Nous allons maintenant donc reprendre notre conversation, dans le fond, qu'on n'a pas vraiment rompu avec Laurent Joly. C'était voulu. Voilà, oui. Un heureux hasard. Ah bon, c'est formidable alors. Alors, justement, quand on parle d'obéissance et d'indocilité, je voulais aborder l'autre point que vous avez beaucoup étudié, qui est, quand on parle de ségrégation, qui est justement l'antisémitisme. L'antisémitisme allemand, le délire hitlérien, c'est une chose, mais vous avez beaucoup étudié l'antisémitisme français. Et la participation de Vichy, particulière de Vichy, à ça. Et là, on est totalement dans ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que on va avoir des gens qui vont obéir et qui vont vraiment faire le choix de plus réfléchir, de plus être dans le réel. Et c'est assez stupéfiant parce que tout ça parce que il y a le maréchal Pétain qui a dit que voilà et que il faut pas manquer au maréchal Pétain. Et ça donne des gens, et c'est toute la singularité française de l'été 42. Alors, il y a une logique, hein, il y a une cohérence. On a une politique antisémite qui est mise en œuvre en 40. Elle a sa cohérence dans l'antisémitisme traditionnel français et dans l'extrême droite. Les juifs français, il ne faut plus qu'ils aient d'influence dans l'État. On considère que les juifs français dans l'État, c'est nocif. Dans la magistrature, dans l'enseignement, dans l'armée, on les renvoie. Donc ça, c'est le statut des juifs. Mais il y a un autre aspect de cet antisémitisme, et c'est ça sa cohérence, c'est que les juifs étrangers, eux, il faut qu'ils partent. Voilà. Ça, c'est l'antisémitisme de Vichy, qui est proclamé par l'amiral Darlan en 41, et quand les Allemands en 1942 réclament la livraison de dizaines de milliers de juifs, Vichy a sa solution toute prête. Sauf que livrer des dizaines de milliers de juifs étrangers, c'est très compliqué, il faut mettre en branle l'appareil d'État, il faut se faire obéir, et puis il y a cette situation qu'on n'a pas imaginée, c'est que beaucoup de juifs ont des enfants, ces enfants ils sont nés en France, ils sont français, et donc on est dans un engrenage criminel, et personne ne va avoir le courage d'en sortir, ne va avoir la lucidité pour se dire il faut qu'on arrête la machine. Et ça donne des scènes absolument invraisemblables, où vous avez dans la région de Lyon, à un moment donné, un témoin qui raconte ça, un religieux qui assiste, parce que vous avez des œuvres d'assistance. Vichy, il y a une zone libre jusqu'en novembre 42. Et donc Vichy livre des juifs de zone libre. Les Allemands, à la base, ne les demandaient pas, mais comme Vichy veut se débarrasser des juifs étrangers, et également les juifs de zone libre, hop. Et on est là en zone libre, et les préfets sont bien embarrassés. C'est pas des antisémites militants, c'est pas des gens méchants. Mais il faut obéir au maréchal. Et à un moment donné, il y a un moment très émouvant, parce qu'on doit séparer les enfants de leurs parents. Et il y a le sous-préfet qui dit « mais c'est ignoble ce qu'on fait ». Et il y a le religieux à côté qui dit « mais et pourtant vous le faites, pourquoi vous le faites ?» Et l'autre, il se reprend et il dit « il faut obéir au maréchal ». Voilà. Donc vous voyez comment les gens arrivent à se verrouiller et à devenir des idiots automates, parce qu'ils considèrent que c'est leur honneur d'obéir au maréchal, quoi. Voilà, c'est vraiment le côté absurde de ce qui se passe à l'été 42. Moi, c'est un point...
Pardon, moi c'est un point que j'arrive pas bien à articuler. D'un côté, on a l'impression que du coup l'antisémitisme d'État est un effet de la dictature de Pétain, si je reprends vos termes. Mais ça veut donc dire que vous ne supposez pas, une croyance en l'antisémitisme de la part de la population. Vous ne pensez pas que la population est particulièrement antisémite en France? Elle n'aime pas les juifs, la population. Mais en 1940, quand vous avez les lois raciales, on interne les juifs étrangers, personne ne s'émeut. Quand en 1941, on arrête à Paris des hommes pour les interner en France, on se dit c'est des étrangers, ils sont internés sur place, après tout ils sont peut-être mieux lotis que nos maris, nos pères qui sont prisonniers de guerre, donc on s'émeut pas trop. Et de ça, Vichy et Pétain avaient pensé que du coup la population ne serait pas choquée qu'on arrête des femmes, des enfants, qu'on les sépare et qu'on les envoie en Pologne, en pleine guerre, alors qu'Hitler a menacé publiquement d'exterminer les juifs. Et ça, la population, ça a été, si vous voulez, sa limite. Ça a été sa limite, et ça a été vraiment une traînée de poudre, ça a été une émotion qui s'est diffusée, et vraiment en refus de la population, dès la rafle du Veldiv. Dès le lendemain, vous avez un rapport DRG qui dit la population parisienne, même si elle n'aime pas les juifs, elle est profondément heurtée par la brutalité des opérations. Voilà. Donc ça, c'est la réalité de ce qui s'est passé. Oui, il y avait quand même une musique, même pas une petite musique, une grande musique depuis les années 30, antisémite, et même en 40, c'est à cause des Juifs. Mais en même temps, dans le fond, devant la réalité de la brutalité de la ségrégation, là, dans le fond, le même... Et pour en arriver à penser que votre voisin mérite de mourir, il faut quand même plusieurs étapes. Oui, c'est ça. Et là, en France, on avait un antisémitisme qui s'était développé, mais les Juifs, ils restaient là où ils étaient avant-guerre, ils avaient toujours leurs voisins. En France, on n'a pas de quartier juif, on n'a pas de ghetto. Donc, il y avait quand même une imbrication entre les Juifs et le reste de la population. L'importance du Parti communiste aussi joue. Vous avez le 11e arrondissement est un arrondissement où il y a une forte activité communiste. Il y a des Juifs communistes, ils sont copains avec des Juifs, avec des communistes pas juifs. Tout ça fait que, en France, il y a eu des garde-fous qu'il n'y avait pas ailleurs, et un environnement social relativement protecteur. Oui, mais ça veut presque dire que si il peut y avoir une pensée latente populaire d'antisémitisme, mais enfin, si on n'a pas à un moment une collaboration d'État, il n'est pas tout à fait dit du tout que cet antisémitisme ait de telles conséquences. Sans un appareil d'État pour porter ça. Il faut une intention criminelle et une politique criminelle pour qu'un génocide se passe. Un génocide peut avoir la participation de la population, mais ça, vous voyez, c'est ce qu'on voit au Rwanda. Mais ça, c'est au bout de décennies d'endoctrinement, de bourrage de crâne, où on arrive à une situation de guerre où vous avez des gens qui vont s'entretuer. Oui, mais c'est une guerre civile, presque. C'est une guerre civile, voilà. Mais la place des Juifs et la manière dont les Juifs ont été stigmatisés, on n'en est pas allé jusque-là. On est encore dans un pays où, en 1939, vous avez une loi qui réprime la propagande antisémite, ou en 1936, on est un pays qui a porté au pouvoir un juif socialiste. C'était pas encore assez mûr en France. Et ça, les Allemands, ils en avaient un petit peu conscience, et c'est pour ça qu'ils vont accepter si rapidement de revenir en arrière, parce que Pierre Laval, qui s'est engagé à fond dans la collaboration, qui a dit je suis électeur de l'Allemagne, leur a dit là, vous pouvez me faire confiance. Là, j'ai la population qui est pas avec moi sur ce point-là, donc m'en demandez pas trop. Je vais vous donner tous les juifs étrangers, mais les Français, les naturalisés, je peux pas vous les donner tout de suite. On peut dire aussi que vous repérez une certaine division dans l'appareil d'État lui-même, du côté des policiers, par Absolument. exemple. Ça, c'est un aspect assez nouveau de la recherche. C'est que, d'une part, les policiers, et ça, c'est aussi la singularité française, c'est que en France, on confie les arrestations massives de juifs à l'appareil d'État ordinaire. On ne voit pas ça ailleurs. On ne voit pas ça ailleurs. Je vous ai dit tout à l'heure que le maire de Bruxelles a refusé de mettre sa police à disposition des Allemands qui eux-mêmes ont dû faire la rafle. À Amsterdam, c'est des convocations. À Berlin, c'est la Gestapo. À Paris, c'est des gardiens de la paix. Des gardiens de la paix, des agents de police municipale. Donc, c'est pas des antisémites zélés. Et ils vont pas tous être zélés, et comme ils ont plusieurs dizaines de visites à faire parce que chaque équipe d'arrestation a à peu près 10 adresses, 10-12 adresses, donc c'est assez tentant de dire je reviens, préparez vos valises, je reviens.
Il y a des policiers qui vont faire ce choix, d'autres non. Vous voyez, en fait, il y avait plein de micro-possibilités d'éviter d'arrêter des juifs. Et c'est ce qui explique ce bilan qui est quand même étonnant. Dès la rafle du Veldiv, les 2/3 des gens recherchés, alors qu'il y a l'effet de surprise que c'est la première fois qu'on arrête des femmes, les 2/3 des gens recherchés ne sont pas arrêtés. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça, à l'été 42. Et en même temps, ce qu'on montre aussi dans le livre, et ça c'est tout à fait nouveau, c'est qu'au sein même des cercles du pouvoir à Vichy, vous avez des gens qui se sont émus. Alors, ils ne l'ont pas dit publiquement, mais ils ont tenu leur journal intime, ils sont allés voir le maréchal Pétain, ils ont bien compris que ce que faisait Laval, le chef du gouvernement, et son chef de la police, Bousquet, avec l'assentiment de Pétain, était criminel. Ils l'ont compris. Et ça joue aussi sur le fait que le gouvernement français a fini par dire aux Allemands voilà, n'ayez pas trop d'exigences sur ce terrain-là, on aura du mal à être obéi. Vous parlez d'une indignation plus que d'une désobéissance. Ça interroge un petit peu aussi sur la question de la résistance, dont finalement vous montrez qu'elle n'est pas antérieure à 41, j'avais noté, pas avant 41 de résistance. C'est finalement relativement tardif par rapport à ce qu'on s'imagine d'un élan beaucoup plus général, beaucoup plus global. C'est un peu inévitable parce que la France elle est placée dans une drôle de situation puisque c'est le seul pays vaincu par l'Allemagne et qui a une partie qui n'est pas occupée, qui a un gouvernement légitime, parce que même si on montre que c'est quand même un coup de force en juillet 40, malgré tout, s'il y avait eu un référendum, Pétain le gagnait largement. Donc Pétain a derrière lui le gros de la population française pour l'instauration de ce régime. Vous avez la convention d'armistice, là aussi singularité française, qui oblige le gouvernement à punir tout Français qui prendrait les armes contre les Allemands. Bref, c'est pas évident de se dire qu'il est possible de résister. Vous avez une répression allemande féroce, c'est-à-dire que les tribunaux militaires allemands, comparés aux tribunaux français, on va avoir des tribunaux spéciaux en France, mais vous regardez le nombre de condamnations à mort par nos tribunaux anticommunistes, c'est une vingtaine. Les Allemands, 3000. Si vous avez une arme chez vous, vous êtes fusillé. Si vous avez le moins de petites choses qui peut être considérée comme une aide, vous avez un aviateur anglais, vous l'avez, il a dormi dans votre grange, vous pouvez vous faire fusiller. 3000 condamnations à mort. Donc il y a une répression féroce en France contre tout acte. Donc être résistant, c'était vraiment prendre de très 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 gros risques. C'est pas la même chose que de cacher des juifs en 42. En fait, cacher des juifs en 1942, on risque rien en fait. Mais ça, on le sait pas, mais on ne risque rien. Alors que aider la résistance, être résistant, c'est la condamnation à mort immédiate. Donc, forcément, c'est tout à fait normal qu'en France, au départ, puis en plus, on se dit que l'Allemagne va gagner la guerre. Jusqu'au printemps 41, il faut vraiment avoir la foi du charbonnier pour imaginer que l'Allemagne pourra peut-être ne pas gagner cette guerre. Les Allemands ont sans cesse des succès. Alors certes, ils n'ont pas gagné la bataille d'Angleterre, mais tout le reste, jusqu'au printemps 41, c'est évident que bientôt la guerre sera finie et que le vainqueur sera l'Allemagne. Donc ça a mis du temps. Et c'est vrai que le basculement, c'est vraiment l'opération Barbarossa, quand les Allemands attaquent l'Union soviétique. Là, vous avez de facto une force, le Parti communiste français, clandestin, mais qui était dans une situation un peu embarrassante, puisque l'Union soviétique était alliée de l'Allemagne. Il y avait un pacte. Quand il y a rupture de ce pacte, forcément, les résistants communistes, qui sont nombreux, rentrent dans la lutte armée. Et là, la résistance commence à devenir moins... C'est eux les premiers résistants, le premier grand mouvement de résistance, c'est porté par le Parti communiste. Il y a d'autres structures, il y a en zone libre, vous avez déjà des organisations qui existent, mais quand ça devient moins anecdotique, moins marginal, mais aussi avec des opérations armées, du sabotage spectaculaire, des attentats contre des soldats allemands, il n'y en a pas avant août 41. Août 41, vous avez un premier soldat allemand qui zigouillait à Paris. Voilà, donc c'est vraiment le début de la résistance armée, c'est vraiment l'entrée du Parti communiste dans la résistance, tout à fait. Bon. On pourrait peut-être terminer cette émission sur vous l'avez déjà évoqué, mais sur cette question de l'union des droites. Vous y revenez plusieurs fois dans le livre, au début et à la fin. Parce que Vichy est toujours dans notre... Ça rend très actuel. Vichy est toujours actuel, Vichy est toujours dans notre présent.
C'est-à-dire que Vichy a discrédité très profondément la droite et l'extrême droite, ce qui explique pourquoi, quand vous avez eu cette extrême droite traditionnelle qui est revenue dans les années 80, la droite classique a dit il y a un cordon sanitaire, et que ce cordon sanitaire, il est toujours, alors maintenant il est devenu très lâche, il tient plus vraiment, mais vous voyez qu'en France, contrairement à plein d'autres pays, on n'a pas encore eu de coalition entre la droite et l'extrême droite au plan national, et ça tient à ce passé de Vichy, et aujourd'hui on essaie de nous vendre une union des droites en nous faisant croire que l'extrême droite n'est plus l'extrême droite, alors que l'union des droites, en vérité, n'a été au pouvoir qu'une seule fois, c'est en 1940. C'est en 1940 avec le maréchal Pétain et son gouvernement. Donc l'union des droites a une histoire, et il faut bien rappeler ce qu'a été cette histoire, mais aujourd'hui on est dans un moment de confusion où on nous explique que le RN c'est pas l'extrême droite, que Vichy en fait c'est la gauche, que c'est le Front populaire. Voilà, on est dans un mensonge de ce qu'est Vichy, qui est fondamentalement la revanche de la droite et de l'extrême droite, et le programme de l'extrême droite qui arrive au pouvoir sous ce label qu'essaie de nous vendre aujourd'hui Bolloré, CNews, Zemmour, d'union des droites. Ça, c'est la conclusion forte. L'union des droites, c'est Vichy. Absolument. Bon, je pense et c'est la guerre civile, et voilà. C'est le chaos. Eh bien, qu'on se le dise. Absolument. Merci beaucoup. Nous allons, je pense, conclure là-dessus. Oui, restons indociles peut-être, voilà. Voilà, et donc nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à la même heure, à 18h30. Au revoir et merci Laurent Joly. Merci Solène Leblanc. Merci beaucoup.